Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va faire la présentation de l'étape numéro 9 de ce Tour de France. Dernière étape de cette première semaine, encore une fois, du Tour de France, même s'il y a eu une petite pause. C'était la première semaine du Tour de France avec cette étape de montagne. Première étape véritablement de montagne avec voilà, pas mal de dénivelé positif, mais je pense que ça ne sera pas une étape hyper passionnante sur ce Tour de France. Après, je peux me tromper parce que pour le moment, ce Tour de France, on a quand même des débuts de journée très animés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déçu dans le profil de cette étape et surtout à me dire vos 3 favoris pour cette étape et puis votre grosse cote pour aujourd'hui. Puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme, mais également l'Euro de football, également la Formule 1. On est sur tous les fronts en ce moment, ce mois de juillet. Et n'hésitez pas à mettre toutes les notifications. Là, c'est ce qu'on appelle le Saint Graal. Étape de montagne aujourd'hui, mais malgré 3743 mètres de dénivelé positif, chiffre Pro Cycling Stats, je ne me fie pas aux chiffres des organisateurs, ni aux chiffres de France Télévisions. Ça, c'est 3000 mètres de dénivelé positif, France Télévisions. C'est bien différent du Cap Blandais. Des difficultés, mais je pense que c'est pas suffisamment dur. En fait, ce qui manque à cette étape, ce sont des gros pourcentages. Les difficultés en plus sur la fin de journée sont un peu moins dures. C'est long, mais c'est un peu moins pentu. Je pense que c'est pas l'étape pour faire des écarts et pour renverser le classement général. Donc c'est pour ça que je pense qu'on aura plutôt une échappée parce que sur cette étape-là, moi je vois pas un leader vraiment tenter de renverser la course. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que l'étape n'est pas suffisamment dure sur la fin de journée. Il y a en plus une longue période de vallée avant la dernière montée. Je sais pas, mais je pense que il y aura mieux à faire à partir de mardi. Voilà, et je pense que mardi, ça sera plus intéressant. La dernière côte est intéressante, hein, le pas de Morgins, mais je ne sais pas si on arrivera sur le pas de Morgins à faire des différences suffisamment fortes. Moi, j'y crois pas trop. On va regarder tout de suite le profil de cette étape entre Aigle et Châtel et Portes du Soleil, 193 km, 90% de l'étape se passe en Suisse. Pour cette journée. On passera 2 fois à Aigle. On passera au départ et au kilomètre 155 pour ensuite récupérer la France du côté de Châtel avec les Portes du Soleil. On part donc de Aigle pour faire une grande boucle, notamment à VV, et on arrive à la côte de Bellevue. 4 km 4 à 3 à Vevey, pardon, la côte de Bellevue, 4 km 4 à 3,9% de moyenne, côte de 4e catégorie, au bout de 37 km de course. Donc, est-ce que l'échappée sera déjà sortie? Peut-être pas. La côte de Bellevue, on va la voir très vite. Cette côte de Bellevue, 4 km, c'est pas très dur. Comme souvent en Suisse, une petite bossounette, mais on peut pas vraiment dire que ça soit un sommet vraiment impressionnant et affolant. Normalement, ça devrait bien se passer pour les coureurs. On continue ensuite avec les cols, avec pas mal de kilomètres, notamment le Voulde-Rose, la Rossinière, Montbovon, qui ne sont pas des passages très compliqués normalement pour ces coureurs. Et puis on arrive assez vite au col des Mosses, col de 2e catégorie, qui sera au kilomètre 108,5, donc à peu près à mi-journée le col des Mosses. 3 km 3 à 4,1% de moyenne, côte de 2e catégorie. Pourquoi? Parce que le col des Mosses, c'est pas non plus hyper pentu. Le col des Mosses, vous voyez, il y a en fait, c'est surtout 6 km. On va dire un peu plus compliqué, mais c'est du 6%, hein, 6,5%, c'est pas non plus infaisable. Et ensuite, c'est des passages très plats. Donc il y a 13 km 3, mais en fait, sur ces 13 km 3, il y a la moitié de cette montée, c'est du plat. Donc c'est pas hyper difficile, pas hyper compliqué pour les coureurs. On passe au col de la Croix, le col de la Croix qui est au kilomètre 132, donc à
Encore 60 bandes de l'arrivée quand même, parce qu'après le col des Mosses, il y aura une toute petite descente seulement pour atteindre le col de la Croix, mais il y aura quand même un petit peu de plat. 8 km à sec 5 de moyenne, c'est la côte la plus dure de la journée, avec notamment un passage à 8,2, 8,6, 8%. Vous voyez, c'est assez régulier, mais il y a quand même des bons pourcentages. En plus, on sera quand même à 1700 mètres d'altitude. C'est pour le moment le point le plus haut de ce Tour de France. Donc voilà, ça peut être compliqué des fois en termes d'oxygénation. On a quand même passé rarement les 1300, 1400 mètres. Donc voilà, c'est la première fois, on va être au-dessus de 1300, 1400 mètres. Donc parfois, ça peut être un peu compliqué. Donc col de la Croix, 8 km à 7,5%. On peut juste parler du temps de montée. Le record est à 21 minutes 13 pour le moment. Alors sur 7 km 14, donc nous on a 800 mètres de plus. La meilleure perf du côté, donc c'est 21h13. La moyenne chez les pros c'est 28,35. La moyenne chez les amateurs 39,22. Donc je pense qu'on sera aux alentours de 21 minutes, un peu plus, bien entendu. Si les coureurs n'ont pas envie d'aller vite. On redescend sur Aigle pour finir donc cette grande boucle. Ensuite, on passe à Venaz, montée, et puis on va passer la frontière suisse et arriver au pas de Morgins, 15 km 4, 6,2% de moyenne. Côte de première catégorie, le pas de Morgins. Vous voyez, c'est difficile, mais pas... En fait, c'est long. Mais sur la fin déjà, les 3-4 derniers kilomètres, c'est plutôt plat. Et ensuite, bon, on a 2-3 km au-dessus des 8%. Bon, on est quand même plutôt sur cette montée entre 6 et 7, 7,5. Donc c'est pas non plus infaisable. Et pour moi, c'est trop difficile de faire des écarts sur cette montée où on sera au sommet à 1376 mètres. Le pas de Morgins, le record pour le moment est de Louis Vervaeke en 41,58. Morabito a fait déjà 42,39, ce qui fait donc 22 km/h de moyenne pour ces coureurs-là. Ben O'Connor avait fait 44,37 à 20,7 km/h. Bon, c'est pas non plus. Je pense qu'en course, ça ira beaucoup plus vite avec une pente moyenne à 6,2% sur ces 15 km, donc qui est classé en première catégorie avec 948 mètres de dénivelé. On poursuit parce que en fait le pas de Morgins ne sera pas le final de cette étape. On aura encore une dernière difficulté du côté de Châtel, les Portes du Soleil. Difficulté qui fera 4 km. Voilà, on peut le voir. Hop là, la dernière difficulté. Donc voilà, à 4 km, ça regrimpe jusqu'à l'arrivée. Je crois que c'est 7% de moyenne. Peut-être même plus, peut-être même 8% pour cette arrivée finale. C'est peut-être là où on pourra faire des écarts, mais pas convaincu qu'on n'ait pas une victoire d'une échappée aujourd'hui. C'est pas une étape qui me passionne énormément pour tout vous dire au niveau du profil, ça s'entend peut-être un petit peu. On va revenir sur le Tour 1975 avec l'étape numéro 18. Pourquoi je vais sur un tour aussi ancien, c'est qu'il n'y a pas eu 150 arrivées à Châtel ni passage du côté de cette montée de Châtel, et je trouvais que cette étape-là était assez sympathique. Alors bien entendu, il n'y aura pas de photo parce que l'internet en 75, c'était pas foufou. Et que j'ai pas trouvé énormément de photos même du Tour 75, puis soit sinon c'était en mauvaise qualité, donc voilà, j'ai décidé qu'on allait plutôt se concentrer sur ma voie. C'est un contre-la-montre qui est prévu entre Morzine et Châtel, 40 km contre-la-montre un petit peu vallonné sur ce parcours. À ce moment-là de la course, Bernard Thévenet a 3 minutes 18 d'avance sur Eddy Merckx. On rappelle que Eddy Merckx qui vit un Tour 75 très compliqué. Pourquoi du côté d'Eddy Merckx? Il se fait huer à peu près partout où il va en France. Il y a une énorme lassitude autour de Eddy Merckx. On a l'impression aujourd'hui que tout le monde aimait Eddy Merckx. Faut revenir dans les années 70. En France, peu de personnes aimaient Eddy Merckx. Tout simplement parce que beaucoup lui reprochaient aussi d'avoir pas permis à Poulidor de s'imposer. C'est-à-dire que c'était un peu celui qui empêchait Poulidor de remporter le Tour de France. Il y a bien entendu bien plus de paramètres que ça. Beaucoup de gens étaient fans d'Ocaña aussi. Donc c'est vrai que ça a été aussi un petit peu la guerre du début des années 70. Donc il y avait vraiment cette adversité envers Eddy Merckx.
parce qu'il dominait tout. Et il ne faut pas croire que le fait on lui reprochait pas le dopage, parce qu'à l'époque c'était pas le dopage, mais si Eddy Merckx était coureur cycliste aujourd'hui, je pense qu'au bout de 2 ans, on aurait dit qu'il était dopé. Voilà. À l'époque, on pouvait dominer le cyclisme sans être considéré comme un coureur dopé. Oui, mais c'était avant Festina, et c'est vrai que Festina a changé quand même beaucoup de choses au niveau de la vision du cyclisme. Eddy Merckx, donc cette année-là, pourquoi je vous parlais du fait qu'il n'était pas très apprécié, c'est que dans le Massif central, il va recevoir un coup d'un supporter dans les derniers kilomètres d'une étape, et vraiment un coup violent au niveau du rein, hein. Il aura vraiment une belle marque, une belle contusion, ce qui va l'handicaper. Mais de l'autre côté, Thévenet, sur ce Tour 75, c'est pas le Thévenet de 77 qui fera pas beaucoup d'erreurs, c'est un coureur qui enchaîne un peu les bourdes, et ce qui fait que l'écart n'est que de 3 minutes, alors qu'il aurait pu être beaucoup plus important, parce que Thévenet, c'était pas encore le Bernard Thévenet d'après, en 77, qui vraiment est un peu plus impressionnant sur son Tour de France. De toute façon, Bernard Thévenet, il y a quelques fois dans sa carrière où il a fait quand même des erreurs stratégiques dans sa carrière. Alors, en plus, Eddy Merckx, ça arrange pas, c'est que la veille, il est tombé violemment et il s'est fracturé la maxillaire lors d'une chute, fracture donc de la mâchoire, donc ça va être compliqué pour ce contre-la-montre, il n'arrive pas au top, parce que normalement, Eddy Merckx était quand même très très bon sur le chrono, surtout bien meilleur que Bernard Thévenet. Alors, le Belge va quand même réussir la performance de finir devant le Français, mais il ne reprendra que 15 petites secondes, ce qui n'est pas suffisant, en sachant que c'était vraiment le dernier moment important de ce Tour de France, ce contre-la-montre. Tout simplement parce qu'après, à l'époque du Tour de France, on revenait sur Paris à vélo. On prenait pas de train, il n'y avait pas de passage en avion, hein, c'était en vélo. Les transferts étaient assez courts à l'époque sur le Tour de France. On avait des étapes de plus de 250 km parfois pour rentrer sur Paris. Et donc, la 18e étape, c'était la dernière importante parce qu'on avait encore 3 étapes beaucoup plus faciles sur la fin de ce parcours. Cependant, donc le Belge est bien meilleur. C'est un victoire d'un autre Belge même qui s'impose, celui qui remportera le Tour 76, Lucien Van Dijk, qui deviendra également le recordman de victoire sur le classement de la montagne. Mais ça sera dans les années 80 et puis ensuite, ça sera battu par Richard Virenque. Lucien Van Dijk qui s'impose, le vainqueur du Tour 76, devant Ole Ritter. On avait parlé d'Ole Ritter lors de l'étape numéro 2, recordman de l'heure, vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie. Et là, c'est sa dernière grande performance de sa carrière professionnelle à Ole Ritter. Suite à cette étape, aucun changement du côté du top 10, sauf on peut noter quand même la contre-performance de Moser. Moser qui pourtant était très bon sur le contre-la-montre, mais qui était quand même au début de sa carrière à l'époque, qui finit seulement 19e. Pourtant, tout aurait pu tourner à la catastrophe pour Bernard Thévenet, parce qu'il a failli abandonner avant même le départ de cette étape. Pourquoi ? Parce que lors de la reconnaissance, il a fait une rencontre un petit peu infortuite, malencontreuse, on pourrait dire, avec le pare-choc du directeur sportif de son équipe. Or, à l'époque, les pare-chocs, c'était quand même un petit peu violent, très acéré, parfois avec du chrome. Et il aura l'avantage d'avoir juste une petite bosse sur le front et quelques égratignures, mais voilà, petit moment de stress aux alentours de midi pour ce contre-la-montre pour Bernard Thévenet. Et puis particularité du Tour 75, alors déjà c'est la première victoire de Thévenet qui remportera également le Tour 77, c'est également la première arrivée du côté des Champs-Élysées, parce qu'à l'époque on arrivait... on a eu plusieurs types d'arrivées, il y a eu notamment le Parc des Princes, on a eu également les vélodromes d'hiver à Drancy, enfin voilà, il y a eu pas mal d'arrivées sur Paris, mais sauf qu'on n'arrivait pas à avoir une arrivée iconique, et on s'est dit tiens, ça serait peut-être pas mal d'avoir une arrivée iconique, et ça a réussi à se faire, notamment sur une idée d'Yves Mourouzi, le journaliste télé, et ça s'est fait, et donc on a eu l'arrivée sur les Champs-Élysées grâce aussi à l'autorisation de Jacques Chirac. Et puis c'est également la création du maillot à pois et du maillot blanc, donc c'est un petit peu le début du Tour moderne. On peut dire 75, c'est la fin, on va dire, de la période plus historique du Tour de France. On rentre dans la version un peu plus contemporaine du Tour de France. Du côté des célébrités, alors j'en ai trouvé 0 à Aigle, mais à Aigle c'est quand même le centre
mondial du cyclisme, où sont passés quelques Érythréens notamment dans ce centre à Aigle qui est très important pour la mondialisation du cyclisme. Du côté de Montreux, on aura Laurent Dufaux du côté des cyclistes célèbres. Parmi les autres personnalités, eh bien moi j'ai mis Sébastien Buemi, pilote de F1, vainqueur des 24 heures du Mans également, grâce à Toyota, pilote donc d'endurance mais pilote également de Formule 1. On a Gaëtan Boucher qui pratique le hockey sur glace. Nous avons à Châtel Benjamin Cavier, spécialiste du ski de boss, 2 fois champion du monde, 4e des derniers Jeux Olympiques sur une décision, 4e ou 5e, je ne sais plus, des derniers Jeux Olympiques sur une décision un petit peu litigieuse à mon goût. C'était 4e parce qu'il a fait la même place que Perrine Lafont. Et puis Montreux, où on passera aujourd'hui, c'est quand même une ville qui a connu pas mal de choses au niveau musical. Alors, déjà, vous avez le festival de Montreux au niveau humour, mais vous avez également le festival de Montreux au niveau du jazz. Et vous avez également à Montreux, bon, c'est la ville de naissance de Patrick Chuet, où sont les femmes, mais surtout, il y a des chansons qui se sont faites du côté de Montreux. Freddie Mercury, pendant très longtemps, était à Montreux. C'est même là où il est mort, Freddie Mercury. Il y a même une statue, je crois, à côté du lac de Montreux. Et puis, Deep Purple. Pourquoi je vous parle de Deep Purple? Parce que la chanson Smoke in the Water, eh bien, elle a été écrite du côté de Montreux, tout simplement parce que, alors, on n'a jamais su, même eux ne savent pas s'ils étaient complètement pétés et avec la fumette, mais ils ont vu de la fumée au bout du lac où il y avait l'hôtel, et ça leur est venu cette chanson, et on n'a jamais su si c'était vraiment un feu ou s'ils étaient complètement chargés. Et puis, du côté de Morgins, c'est le village plutôt de Didier Desfagot, grand skieur également, Didier Desfagot. Bon, il y a eu quelques très bons skieurs dans ce coin-là. Du côté de la météo, soleil, vent nord-ouest à nord, plutôt de dos sur la fin de parcours, notamment sur la dernière difficulté. 15 à 35 km/h en rafale, température élevée, 26 à 27 degrés en plaine. À Châtel, il fera encore 15 degrés, donc à plus de 1000 mètres d'altitude. Du côté de la stratégie, moi je vois une grosse échappée de 15-20 coureurs partir qui se bat pour la victoire. Peut-être une étape contrôlée toute la journée, mais je vois vraiment pas qui aurait intérêt à contrôler, surtout le dimanche avant la journée de repos. Du côté de mes pronostics, j'ai mis Pierre Latour. Il a perdu du temps, mais j'ai l'impression que les jambes vont un peu mieux du côté de Pierre Latour, donc sur une échappée, ça peut peut-être le faire. Tim Willems, faut toujours se méfier du Belge, avec une des grandes qualités de résistance. Donc c'est toujours un homme important. Michael Woods, parce que vous avez quand même le passage dans le final qui peut être un petit peu compliqué. Et puis en grosse cote, j'ai mis Christopher Froome, on ne sait jamais. J'ai décidé de le mettre en grosse cote. Du côté des horaires, à 14h45, le départ réel. La Rossinière, 100 km de l'arrivée, pied de la côte de deuxième catégorie, donc du col des Mosses. Entre 14h53 et 15h06, le col de Croix, le pied sera entre 16h et 16h23. Montée à 26,5 km de l'arrivée, c'est le pied de la côte du pas de Morgins. Première catégorie entre 16h42 et 17h08, l'arrivée étant jugée entre 17h28 et 18h02. Arrivée très tardive du côté du Tour de France, donc le débrief de cette étape sera très tard. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc demain, il y aura une vidéo spéciale pendant la journée de repos. Il y aura également pas mal de choses sur la chaîne. Et puis, le débrief, donc, je pense vraiment pas avant 21h30 avec cette étape qui arrive extrêmement tard. Allez, ciao, ciao sur la Mec Production.